Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le dépôt des candidatures ce jeudi pour les élections au Zimbabwe. Scrutin avec notamment la très attendue élection présidentielle fixée au 30 juillet. Le Zimbabwe qui se prépare à un scrutin historique, le premier depuis près de 40 ans, sans l'ex-président démissionnaire Robert Mugabe. Du côté du chef de l'État Emmerson Mnangagwa, il dit promettre la transparence du scrutin. Le Zimbabwe est-il en mesure d'organiser ces toutes premières élections libres depuis son indépendance? Je poserai la question à mes invités dans la première partie de cette émission. Et les économies d'Afrique de l'Ouest en net redressement après les contre-coups de la chute des cours des matières premières. L'UEMOA annonce un premier trimestre marqué par une croissance légèrement à la hausse. Et à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce 13 juin, nous nous intéresserons aux actions de sensibilisation menées sur le continent autour de cette maladie génétique. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Barandiaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en innovation technologique. À mes côtés, Monsieur Albert Mbela, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le responsable extérieur de la diplomatie pour la Fédération de l'opposition en République du Congo. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, l'actualité politique. Merci. Pouvoir et opposition se mettent donc en ordre de marche au Zimbabwe pour les élections générales, élections municipales, législatives et présidentielles. Les candidatures se précisent, notamment pour le scrutin présidentiel. Les candidatures ont été déposées ce jeudi. 23 au total ont été acceptées par la commission électorale. 23 candidatures, dont celle, bien sûr, du président intérimaire Emmerson Mnangagwa de la ZANU-PF et candidature également de son rival, son principal adversaire de l'opposition, Nelson Chamisa du MDC. Écoutez l'analyse de Roby Sarah. La mise à l'écart du président Robert Mugabe et l'arrivée au pouvoir de son vice-président, le regard que la plupart des Africains ont sur cette transition, enfin, transition entre guillemets, cette élection de son vice-président, qui a véritablement pas de rupture entre le pouvoir de Robert Mugabe et celui de l'actuel président, puisqu'ils ont longtemps collaboré ensemble. Et tout dernièrement, j'ai discuté avec un ami zimbabwéen qui me disait que nous espérions qu'il y aurait un véritable changement avec le départ de l'ancien président Robert Mugabe, mais au fur et à mesure, nous nous rendons compte que c'était un leurre et finalement, nous sommes arrivés au point où la majorité des Zimbabwéens ont cessé de croire à une véritable rupture. Alors, élection donc générale fixée au 30 juillet au Zimbabwe. C'est surtout la présidentielle qui cristallise bien sûr l'attention. Le Zimbabwe en route donc vers ces toutes premières élections sans le président, l'ex-président Robert Mugabe. La question est donc de savoir, est-ce que le pays est non seulement à même de tourner cette page de son histoire, mais aussi de tourner la page sur ses pratiques au cours de ce régime contesté. Ces 37 années de régime sans partage, Barandiaï. Effectivement, ce que je me dis, c'est que c'est l'opportunité et c'est la chance en fait pour le Zimbabwe, parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, après 40 ans presque de règne du parti de Robert Mugabe, depuis la Rhodésie jusqu'à maintenant le Zimbabwe, la ZANU-PF a marqué ses pas et a laissé les traces qu'on connaît. Le Zimbabwe, tout simplement par rapport à ce scrutin, veut montrer à l'opinion publique internationale que le multipartisme est effectif. Aujourd'hui, nous avons 23 candidatures déposées, parmi lesquelles, quelque part, nous avons 8 candidats qui se sont déclarés ouvertement. 8 candidats, on a le chef d'État en exercice actuellement intérimaire, en tout cas Emmerson Mnangagwa, et Nelson Chamisa. Alors, ces deux, c'est carrément des opposés. Moi, j'aime bien, en fait, ces deux profils de candidats parce que, quelque part, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'Emmerson Mnangagwa, c'est qui? C'est carrément la ZANU-PF, l'école ZANU-PF, l'ancienne école qui a combattu, en fait, la colonisation britannique, qui a géré plus ou moins bien ou mal, selon le camp sur lequel on se positionne, la réforme agraire, qui peut actuellement promettre de l'innovation
pour la jeunesse, hein, parce que ce petit pays fait de 14 millions d'habitants aujourd'hui a besoin de changement. Et le changement, moi je le vois en la personne de Nelson Chamisa, c'est ma génération. Il est né en 78, il est né à l'époque de la Rhodésie, maintenant c'est un vrai Zimbabwéen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il promet des choses nouvelles. Il est pour le changement. Il est quelque part pour retirer la mainmise en fait des Chinois sur les matières premières du pays. Il est en train de proposer des choses innovantes. À l'opposé, qu'est-ce qu'on a? À l'opposé, on a M. Mnangagwa, quelque part, qui promet des élections libres et démocratiques. Ça, c'est bien, on est tous preneurs. Hein. Espérons qu'il y aura la transparence qu'il faut et que les élections seront menées à terme sans effusion de sang, surtout du côté de la jeunesse zimbabwéenne, qui a besoin de liberté aujourd'hui, qui a besoin de projets et qui a besoin d'hommes-providence pour, en tout cas, faire émerger le pays assez rapidement. Albert Mbella, alors effectivement, le président Emmerson Mnangagwa a promis un scrutin libre, honnête et transparent. Je reprends là ses propres mots, mais d'ores et déjà, il y a quand même quelques inquiétudes autour du fichier électoral que la Commission refuse pour l'instant de rendre public. Est-ce que pour le moment, on peut dire que le pouvoir ne donne pas véritablement des gages qui pourraient éventuellement garantir à la population qu'il y aura effectivement une certaine transparence dans ce scrutin? Écoutez, madame, ma première remarque que je voudrais faire ici, c'est déjà de constater qu'il y a eu une évolution au niveau des candidatures. En 2008, au cours de l'élection présidentielle, il y en avait 4. En 2013, ils sont 5. Et en 2018, ils sont 23. C'est déjà une évolution qui permet de dire qu'ils ont pris certainement un nouveau pas pour essayer un peu de se lancer dans la démocratie. Bien. La seule chose que je pourrais souligner ici, qui peut contraster avec certains pays, j'ai observé que pour la candidature, pour être éligibles, on demande à chaque candidat de déposer 1 000 $, ce qui n'est pas assez énorme par rapport à un pays comme le nôtre. Je suis du Congo-Brazzaville. Vous savez, pour être candidat à Brazzaville, il faut un minimum de 25 millions. Comparer 25 millions avec 600 000 qu'on peut vous demander pour... Alors, vous parlez bien sûr en franc CFA. Hein. En franc CFA, oui. Monsieur Bella, excusez-moi, sans pourtant vous interrompre la parole, je suis parfaitement d'accord, moi, avec cette caution minimaliste. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, un paysan qui vient du fin fond du pays peut se permettre un jour de dire, moi, en tant que paysan, la façon dont les dirigeants actuel de mon pays gère le pays ne me plaît pas. J'ai ma vision, j'ai mon projet, je veux me poser candidat à la magistrature suprême. C'est tout à fait normal pour moi d'avoir une caution si petite, parce que sinon c'est exclusif et discriminatoire. Je suis d'accord, je le note ici, tout simplement, c'est pour apprécier que c'est très bon, c'est un bon départ. Je pense qu'il fallait qu'on arrive à cela. Contrairement à d'autres pays où ce montant est tellement exorbitant, donc ça limite un peu la possibilité de chaque citoyen d'essayer un peu de tenter de briguer le suffrage universel. Alors la question, oui, je vous en prie, je pense que vous voulez poursuivre. La question ? Alors, la question, donc, c'est de savoir, est-ce que le Zimbabwe s'apprête là à vivre ses toutes premières élections libres, comme le dit Emmerson Mnangagwa? Est-ce que c'est possible? Bon, on ne peut pas prévoir que ça va se passer très bien. Selon les dispositions qui sont... Selon les dispositions, on pense que ça devrait bien se passer. Mais vous savez, les élections, c'est toute une culture. Au niveau de Zimbabwe, ils ne sont pas habitués à cela. Donc moi, je pense qu'il faut une élection, une deuxième, éventuellement une troisième, pour que l'assurance commence à se faire sentir et que les gens vont commencer à prendre l'habitude. Donc, comme ils étaient habitués avec le système de monopartie, avec les ANIPUF, et c'est ce qui fait qu'avec la nouveauté, le jeune candidat qui arrive, Nelson Chamisa. Donc c'est un garçon de 40 ans. Exactement. Donc il est jeune quand même. Oui, qui apporterait un nouveau souffle et puis devait permettre à toute la jeunesse d'espérer que les choses sont en train de changer.
Exactement. Alors, il est jeune, c'est certes, mais il a été nourri quand même au sein de Morgan Tsvangirai, qu'on connaît tous, qui était l'ancien opposant à Mugabe. Donc, c'est-à-dire qu'il est jeune, mais très expérimenté. Il a pris le MDC, c'est pas pour rien. Il a fait la bonne école, il a fait des études en droit, il a fait quelque part aussi des études en théologie, et il a fait des études au Zimbabwe même, c'est-à-dire à l'école polytechnique d'Harare. C'est-à-dire c'est un véritable fils du pays. Moi, je pense qu'il faut le suivre parce qu'il est capable de porter un projet assez intéressant pour être le véritable challenger, en tout cas dans un futur proche, par rapport à ce que propose Emmerson Mnangagwa aujourd'hui. Alors, en tout cas, les sondages donnent pour l'instant Emmerson Mnangagwa vainqueur lors de ces élections du 30 juillet. Oui, Monsieur Mbella. Moi, je pense que c'est évident parce que Emmerson Mnangagwa, c'est déjà une figure emblématique qui a dirigé tout le système. Et depuis que Mugabe est parti, bon, c'est l'assurance que tout le monde donne. Et, par rapport au jeune qui est là, le jeune n'a pas encore atteint cette maturité pour, enfin, je dis dans le système de Zimbabwe. Oui. Donc, au fait, Emmerson devrait remporter parce que il y a toujours des soucis pendant le vote, lorsque vous avez des comités qui s'occupent des élections. Le plus souvent, les reportages sont tellement mal effectués, donc le plus souvent, le problème se pose. Et bon, on espère bien qu'au niveau de Zimbabwe, tout va se passer dans de bonnes conditions et qu'il n'y aura pas de... Enfin, tricherie, ce n'est pas le mot, mais en fait... des attitudes de nature à laisser... À aboutir à une élection finalement contestée, oui. Ouais. Alors, le Zimbabwe, donc, alors, vous vouliez... Moi, je ne suis pas de cet avis à déclarer directement M. Mnangagwa et la ZANU-PF gagnante. Pourquoi? Je vais vous expliquer mon point de vue, c'est assez simple. Parce qu'on a quand même, on va dire, qu'on le veuille ou pas, c'est l'héritier de Mugabe. C'est son vice-président, il est membre de son parti. Il assure l'intérim. Mais il assure l'intérim avec des casseroles, si vous me permettez l'expression, parce qu'il y avait quand même les 15 milliards des revenus du diamant dont on accuse M. Mugabe et qui doit s'expliquer devant le Parlement. À date, la commission parlementaire est en train de dire que, comme ça fait 3 convocations que M. Mugabe n'est pas présent, il peut se passer de cette audition. Alors ça, je trouve ça un peu aberrant. Ça veut dire qu'on reste, pour quelqu'un qui était en train de promettre de lutter contre la corruption, il est en train de s'aligner derrière les vieilles habitudes de la ZANU-PF et de l'ancienne gouvernance de Mugabe, quelque part. Alors, ça, c'est une chose. Il y a 2 mois, 3 mois, il y avait des grèves des médecins. D'accord? Les médecins, après quelques semaines, parce que ça portait carrément préjudice au système de santé du Zimbabwe, ont eu gain de cause. S'en est suivi 2 semaines plus tard, voire 3 semaines, une grève des infirmières, dont 16 000 d'entre elles ont été licenciées. Tout ça sous le régime du président intérimaire. Je pense que la balance peut être équilibrée et que, pour moi, les dés ne sont pas tout à fait jetés et que M. Nelson Chamisa a toutes ses chances, en tout cas. Sachant que plus de 60% de la population zimbabwéenne a moins de 30 ans. Oui, non, disons que les 2 candidats partent avec des chances égales. Mais le souci est qu'au niveau des anciens du système, ils sont habitués à beaucoup de manipulations, de beaucoup de choses. C'est cela qui fait que ce n'est pas aussi automatique que les 2 puissent être au même point, ou plutôt que la jeunesse puisse prendre le devant. Parce que les anciens, ils sont déjà habitués à tripoter tout. Donc, ils ont toutes les chances de remporter la mise, en fait. Donc une victoire de la ZANU-PF finalement, oui. Donc c'est face à une opposition qui part fragilisée, Barandiaï, depuis le décès de Morgan Tsvangirai. Qui n'est pas fragilisée, il y a des scissions effectivement, mais vous savez, l'opposition africaine aujourd'hui dans tous les pays a un instant de survie. Elle commence à atteindre une maturité certes.
certaines autant pour moi, parce qu'ils savent que le multipartisme, c'est bien, mais à outrance, ça fragilise les oppositions. L'opposition est toujours dans son rôle de s'opposer en Afrique, mais moi, en fait, quelque part, j'aime bien les oppositions constructives, qui proposent, c'est-à-dire qu'ils ne s'opposent pas systématiquement. Je dis non au programme de l'État, mais je ne propose rien en face. Et je pense que moi, on peut faire confiance au jeune Chamisa. Pourquoi? Parce qu'il a fait déjà Polytechnique, hein, c'est une référence quand même, et quelque part, il va se dire, mon pays, est-ce qu'il avance? C'était quoi la principale matière qui fait avancer l'économie de mon pays? C'est l'agriculture. L'agriculture, qui a géré la réforme agraire? C'est, on va dire, Mugabe anciennement, et bien sûr, la suite est gérée par le gouvernement de M. Mnangagwa. C'était 70% des terres cultivables du pays qui étaient entre les mains d'à peu près 4000 propriétaires, 4000 propriétaires terriens blancs, on va dire ça pour faire simple. Et du coup, ce monsieur va se dire, hormis l'agriculture qui n'arrive plus à décoller parce que la répartition a été mal faite, la classe pauvre zimbabwéenne aujourd'hui ne bénéficie pas de ces terres pour pouvoir générer des rentrées fiscales et autres, et produire beaucoup d'exportations par rapport aux produits agricoles. Il se dit, mon pays est gangréné par le sida. Vous savez, le sida décime une grande partie, ce n'est pas les personnes plus âgées, c'est les personnes plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a moins de sensibilisation de la part du gouvernement actuel et de ses prédécesseurs. Moi, je pense que c'est des bons créneaux à exploiter et ce sera assez facile de convaincre la jeunesse, en tout cas, qui représente davantage, qui est autant représentée dans cette population, pour être un bon challenger et équilibrer la balance, en tout cas, de ce scrutin. Alors, on continue bien sûr d'en parler. Encore quelques questions à poser autour de ces candidatures et de l'organisation de manière générale de ces scrutins du 30 juillet, notamment toujours sur cette question de la transparence annoncée par le régime. Mais on marque une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.